Me voici chez moi, à Montpellier, puisque je suis un Héroltais. Pour parler, on m'a dit qu'il fallait parler du corps transformé au cinéma, cette fois, et non plus au théâtre. Alors d'abord, avant toute chose, je crois qu'il faut essayer d'établir, c'est bien écrit au moins, ce qu'est le rapport entre une image et ce qu'elle représente. Quand on filme le cinéma, ce n'est pas de la photographie, c'est de l'image en mouvement. Kiné veut dire mouvement, kiné de cinéma. Donc il faut toujours tenir compte du fait que nous avons avec un film un rapport mouvementé qui n'a pas été facile à établir. Vous le savez tous, les films des 20-25 premières années de l'histoire du cinéma sont tous claudiquants, hésitants, rapides. On a eu beaucoup de mal à trouver, beaucoup de mal technique, à trouver la relation la plus exacte possible entre le rythme naturel d'un mouvement et sa représentation cinématographique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et on s'est rendu compte que ce qui se rapprochait le plus de la réalité, mais sans être vraiment la réalité, c'est 24 images à la seconde. En fait, c'est 24,2, 3, etc. C'est pas exactement 24 images. Donc c'est et c'est pour ça que la plupart des images que nous avons des années 1910 sont du 18-19 images secondes, ce qui donne cette allure évidemment rapide, accélérée, parce qu'il manque des images, tout simplement. C'est-à-dire que quand on veut accélérer une scène, on coupe des images, ou on tourne plus vite. On met, au lieu de mettre 24 images dans une seconde, on en met 18, 19, voire moins. Au contraire, quand on veut rallonger une scène, faire ce qu'on appelle un ralenti, on rajoute des images et on tourne à 27, 28, quelquefois 30 ou 35 images secondes, ce qui donne des images alanguies, ralenties. Ce qui est assez intéressant, je trouve, dans cette aventure particulière de l'image qui n'appartient qu'au cinéma, c'est que d'abord on ne s'en rend pas compte, souvent. Nous avons perdu l'habitude d'analyser, même les professionnels, d'analyser ce rapport entre le regard et l'objet regardé. Nous croyons que c'est tout à fait normal, nous disons oui, ils vont un peu vite, ou bien au contraire c'est un ralenti. En réalité, c'est une véritable forme d'expression. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples. Il me faudrait quelqu'un à côté de moi. Voyons, qui voudrait venir? Oui, venez. Rassurez-vous, c'est pour faire semblant de recevoir des coups. Oui. Ouais. Je vous donne un exemple que vous connaissez tous. Quand, dans un film, un acteur reçoit un coup de poing violent, hein, c'est-à-dire que je suis là et je vais vous donner un coup de poing. Naturellement, je ne vais pas vous frapper vraiment, mais à moins que vous le méritiez. Mais ça part toujours comme ça. Il y a toujours un point qui va vers vous. Vous jouez le jeu de recevoir, et souvent la maquilleuse vous met une petite touffe de cheveux qui tremble derrière, vous voyez, quelques gouttes de sueur qui s'en vont et un grand bruit, et ça fait l'affaire. Mais ce qu'on ne voit pas, et c'est là où est le secret de la chose, c'est que dans ce mouvement-là, à partir d'ici, jusque-là, on a coupé une image sur deux dans la salle de montage. C'est-à-dire que le mouvement, sans que personne s'en rende compte, s'est accéléré. Vous comprenez? Là, et là, ça arrive avec une force que vous ne sentez pas, naturellement, mais qui apparaît de toute évidence à l'écran.
il y a qu'est-ce que je pourrais pas, dans Belle de jour de Buñuel, il y a un plan où une des filles de la pension donne un coup de pied à un homme qui se traîne à ses pieds, qui d'ailleurs aime ça, enfin qui le recherche. Et le Buñuel, naturellement, c'était une femme qui n'avait pas de ressentiment personnel à l'égard de cet acteur. Elle n'avait aucune raison de le frapper, et elle le frappait comme ça. Et Buñuel trouvait que c'était pas assez, parce que cet homme, ce client particulier, aimait souffrir. Donc il faut aller, et il a fait exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire que dans le dernier mouvement, mais sur une longueur de film pas plus longue que cela, il a coupé une image sur deux, ce qui donne une force soudaine au coup de poing reçu. Ouais. Alors il faut que le partenaire fasse joue le jeu, etc., paraisse souffrir, mais en fait, tout ça c'est du cinéma. Il faut bien le dire. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous dire qui vaut pour beaucoup d'éléments au cinéma. Et naturellement pour tous les accidents de voiture, pour toutes les chutes, pour toutes les batailles que vous voulez. Enfin, tout est, du point de vue du temps, subtilement et quelquefois très bien truqué, au point qu'on ne s'en rend pas compte. Mais il est très rare qu'il y ait une scène de cinéma tournée au rythme naturel des choses, enfin, comme si elle se déroulait vraiment. Il y a toujours cette intervention de l'appareil, de la technique, qui est là pour faire son film à son tour, à la place et qui donc, à sa manière, transforme le corps, transforme le rapport des deux corps, de celui qui frappe et de celui qui est frappé, et cela peut aller jusqu'à quelquefois des excès considérables. On peut très bien rajouter une poche de sang qui va s'ouvrir ici à ce moment-là. Enfin, tout est possible. On peut même vous couper la tête. Apparemment. Donc, ce rapport-là est secret dans le cinéma. On n'en parle jamais. Uniquement les techniciens le connaissent, et encore pas tous. Même sur un plateau, j'ai été surpris quelquefois de voir à quel point certains techniciens ignoraient les techniques qu'employaient d'autres techniciens membres de la même équipe. Par exemple, pour ça, il faut que l'ingénieur du son soit au courant. Il faut que le son reste synchrone. Il ne faut pas qu'on fasse ça, bon, et que le son vienne 2 ou 3 secondes après. Ça ficherait tout en l'air. Donc il faut qu'il y ait cet accord à l'intérieur même de l'équipe, et ce n'est pas si facile que ça à trouver et à maintenir. Parce tout plan de cinéma est filmé 8 ou 10 fois au moins. Donc à chaque fois, il faut ou modifier le rythme, ou répéter le même rythme, mais sous un autre angle, ou d'une autre manière, changer le jeu des comédiens, changer leur expression. Donc cette transformation du corps transformé, vous dites, elle est invisible. En fait, le corps est transformé et on ne s'en rend pas compte. C'est ça qui m'a toujours paru très intéressant dans le thème de vos abondantes discussions ici, auxquelles j'ai déjà participé. Et puis, il y a autre chose que j'aimerais dire aussi, qui va un peu plus loin dans ce rapport de l'image en mouvement à un appareil immobile qui la fixe. Qui la fixe et qui va la transmettre. Alors, de nos jours, et déjà depuis quelque temps, nous savons tous que de nouvelles créatures sont en train d'apparaître parmi nous. Des robots, depuis longtemps déjà, il y en avait déjà dans mes journaux d'enfants avant-guerre. Robots toujours en rébellion, toujours. Toutes les histoires de robots, à un moment donné, ils se rebellent. Et puis, les avataras dans l'électronique, les
tout ce que vous voulez, enfin, il y a des quantités. Et je profite de cette occasion pour en parler, pour en dire quelques mots, surtout en ce qui concerne la réplique exacte d'un être humain. Comment dit-on? Le clone. Il se trouve que tout à fait par hasard, en 1962, c'était à mes tout débuts, je faisais un film, enfin j'écrivais un film avec Jean Rostand. Jean Rostand qui était un des fils de Edmond Rostand. Et Jean Rostand c'était le docteur Cosinus, ouais, c'était un savant à l'ancienne avec des longs cheveux blancs, un homme tout à fait charmant qui vivait à Ville-d'Avray dans une maison pleine de crapauds et de grenouilles. Il y avait que ça qui l'intéressait, les batraciens. Alors j'allais souvent chez lui et il participait au film parce qu'il voulait que c'était un film qui s'appelait Bestiaire d'amour, inspiré d'un de ses livres, et dans lequel il voulait absolument placer une scène avec la copulation des crapauds et des crapaudes. Alors il se trouve, et peut-être je vais vous l'apprendre, que les crapauds et les crapaudes ne s'accouplent que 4 ou 5 jours par an, toujours les mêmes, à peu près, avec une violence absolument inouïe, un déchaînement inégalable dans les espèces. C'est-à-dire que les mâles se jettent à 4 ou 5 sur une femelle, jusqu'à l'étouffer quelquefois, sur un autre mâle, sur une carpe, sur un morceau de bois. Il y a une espèce de frénésie sexuelle inouïe. Et Rostand tenait absolument à le filmer. Ça a été très compliqué. Heureusement, on avait l'appui, on l'a toujours d'ailleurs, du Muséum d'histoire naturelle, dans lequel on a reconstitué une mare assez grande, plus grande que la Seine ici, parfaitement écologique d'Île-de-France, et dans lequel on a amené 200 ou 300 batraciens, mâles et femelles. Et c'était tout à fait étonnant. J'ai gardé le souvenir, moi c'était mes tout débuts dans le cinéma, et je voyais Jean Rostand, un personnage ultra célèbre, en maillot de bain 1900, vous savez, avec des raies comme ça, bleues et blanches, tenant des quantités de crapauds et de crapaudes dans ses bras, et disant au caméraman, vous en voulez encore quelques-uns ici ou de ce côté mais dans quel monde suis-je tombé? Est-ce que c'est ça le cinéma? Oui, oui, c'est ça, absolument. Alors, c'était au point que, pendant ce tournage, et c'est là où je voulais en venir, pendant ce tournage, Jean Rostand a entendu parler du clonage que venaient d'inventer 2 jeunes biologistes anglais. Il les a fait venir au Muséum d'histoire naturelle, les a invités et leur a demandé de procéder au clonage d'un crapaud, bien entendu. Ça a été fait. Ça a été tourné dans le film et c'est la première fois au monde qu'un clonage a été tourné. J'ai pu y assister de très près. C'est tout à fait impressionnant parce qu'on prend un crapaud mâle et du crapaud mâle, on prend une cellule de son intestin. Pourquoi l'intestin? Parce qu'il paraît que c'est là que les cellules sont les plus grosses. Cette cellule, on la met dans l'œuf d'une femelle crapaude, vivant, hein, les deux, en enlevant la matière proprement biologique pour ne garder que la matière nutritive autour d'eux. Et de cet ensemble, il naît un crapaud mâle exactement semblable à celui qui a donné la première cellule. Donc c'était extraordinaire, on a vu ça, le film avait ouvert Arte, je me rappelle, c'était un événement. Et je me dis, en regardant ça, voilà un nouveau rapport du cinéma avec le corps. Si par exemple, je dis à mes jeunes auteurs, aux jeunes scénaristes avec qui il m'arrive de travailler, est-ce qu'une femme
qui couche avec comment dire, le sosie de son mari, le trompe. Ou pas? Est-ce qu'un clone est quelqu'un d'autre? Ou est-ce que... j'avais posé la question à l'époque à Jean Rostand, qui m'avait répondu, il faut faire très, très attention, parce que les deux sont semblables pour quelques secondes à peine, parce qu'ils ne vont pas vivre dans le même environnement, ils ne vont pas respirer le même air, manger, mais tout l'environnement sera différent, donc très vite ils vont se distancier. Mais moi je dis à mes étudiants, vous avez là la chance extraordinaire d'avoir de nouveaux personnages à votre disposition. Vous avez les avatars qui sont la reproduction informatique de nous-mêmes. Vous avez donc j'allais dire, je dis toujours les drones, c'est curieux. Les clones, vous avez les clones, vous avez beaucoup d'éléments nouveaux qui sont, vous avez les robots, bien entendu, qui, maintenant que l'intelligence artificielle va bientôt, on ne sait pas encore très bien comment, va les animer ou pas, ou les désanimer, constituent dans notre répertoire un nombre de personnages utilisables infiniment supérieur à ceux dont disposait Marivaux. Imaginez Marivaux avec tout cela, ce qu'il en aurait fait. Parce qu'on peut très très bien, une femme peut très bien me tromper avec mon clone, sans me le dire. Je peux le découvrir, me reconnaître ou pas. Tiens, mais c'est moi ou c'est pas moi, hein. Elle peut préférer mon clone à moi-même. Oui, elle peut me le cacher. Elle peut être adultère, etc. Toutes les histoires classiques qui existent dans le domaine de la comédie, depuis que la comédie a été composée et imaginée il y a très très longtemps, sont en quelque sorte renouvelées par des découvertes scientifiques qui portent précisément sur le corps. Et ça, c'est une chose dont peu de personnes sont conscientes, qu'il est important de dire, surtout à ceux qui préparent l'imaginaire de demain, hein, ceux qui demain raconteront les histoires que peut-être nous, mais en tout cas nos enfants et petits-enfants liront et regarderont. Ça, c'est une des choses que je ne me tue pas, mais que je m'efforce très lentement et sans aucune espèce de point de vue moral, sans dire c'est pas anormal et ce n'est pas juste de laisser intervenir tel ou tel personnage, dont tout ça n'a aucun sens. Avec les personnages de fiction que nous imaginons, nous faisons ce que nous voulons. Nous ne sommes pas comme Hitler avec ses troupes. C'est-à-dire que nous avons sur nos personnages un point de vue de supériorité naturelle. Nous croyons les avoir créés, ce qui n'est pas toujours le cas, et nous sommes quelquefois surpris quand ils se rebellent contre nous, parce que ça arrive. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé à des amis à moi, d'autres auteurs, et nous en parlons ensemble avec une étrange curiosité, c'est-à-dire comment se fait-il que mon personnage refuse de m'obéir? Je lui dis de faire ça, et elle me dit, mais non, pas du tout, c'est absurde, mais qu'est-ce qui lui prend? C'est moi qui décide ou c'est elle? Et ce qui est, ça me rappelle toujours une phrase qui pour moi est une des phrases clés de ma vie, qui est une phrase de Pirandello, venu assister un jour à la répétition d'une de ses pièces, et une comédienne s'approche de lui et lui dit ce que disent toujours les comédiennes ou les comédiens. Mais enfin, maestro, je ne comprends pas. À la page 31, mon personnage dit ceci, ceci, cela. Et à la page 57, ceci, ceci, cela. Comment se fait-il étant donné le chemin parcouru,
ce qui lui est arrivé, sa psychologie, ses motivations, enfin oui, tout ce que disent toujours les commentateurs éthiques, alors on arrivé là. Et la réponse de Pirandello était absolument sublime. Il lui a dit, mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Moi, je suis l'auteur. Ce qui est une façon de dire à la comédienne, ça c'est votre boulot, c'est pas le mien. Hein. Et quand il y a une discussion, ce qui est Buñuel le constatait lui aussi, quand il y a une discussion entre un personnage et un auteur, ils ne sont pas d'accord tous les deux, c'est toujours le personnage qui a raison. Comment peut-on expliquer ça? C'est très, très mystérieux. Nous nous éloignons un peu du corps transformé, mais enfin, l'âme fait partie du corps, l'esprit aussi. Sans corps, il n'y a pas beaucoup d'esprit. Croit-on savoir? Voilà, je voulais juste faire ces quelques remarques presque de science-fiction en ce moment. Parce que nous sommes en train d'assister, moi je le vois, j'ai fondé la FEMIS et je l'ai présidé pendant 10 ans. J'ai vu à quelle vitesse les choses changent, y compris au niveau technique. Je ne sais pas, en 10 ans, j'ai vu le montage vidéo changer 3 fois. Ouais, ça va à toute vitesse. Et chaque nouvelle technique a ses inconvénients et ses avantages. Donc, il faut choisir et vous avez la responsabilité financière de la maison. Vous ne pouvez pas tout payer, tout acheter. Donc, ça coûte un matériel qui coûte en général très cher. Donc, tout cela est un ensemble évolutif qui concerne le regard. Je ne dirais pas que nous posons sur les autres ou sur le monde, mais que nous pouvons poser à un moment donné, et qui n'aurait pas été le même 10 ans plus tôt, et qui ne sera pas le même 10 ans plus tard. C'est-à-dire quelque chose, par la technique que nous utilisons, quelque chose change le corps, les doigts, votre jambe croisée, les petits carreaux de votre pantalon, tout ça peut-être un jour changera de soi-même, sans que même vous en preniez conscience. Vous vous réveillerez un jour, vous serez habillé différemment, et votre femme vous dit qu'est-ce que c'est que Voilà, je voulais juste vous dire ces quelques remarques rapides pour vous dire à quel point nous vivons dans un monde mouvant. Dès que nous essayons de fixer quelque chose, dans quelque domaine que ce soit, hein, cinématographique, théâtral, littéraire, politique, économique, dès que nous commençons à dire, par exemple, nous devrions revenir aux valeurs qui étaient les nôtres au temps du gaullisme ou du communisme, chaque fois on se trompe, on ne revient pas. Hein. Nous sommes emportés par un flot qui nous dépasse très très largement, et l'expression cinématographique et son rapport avec le corps en fait obligatoirement partie. Ouais, on ne se photographie pas, et surtout en mouvement aujourd'hui, comme on le faisait autrefois. Par exemple, vous savez qu'il existe une loi dans le cinéma qui est la fameuse loi de la ligne qui nous sépare. S'il y a une caméra qui nous filme tous les deux, et si nous parlons, d'abord, on m'obligera à me mettre comme ça. Oui. Et la caméra sera ici, vous serez dans le cadre à droite et moi à gauche. Vous comprenez? Bon, et là, vous donnerez votre réplique, je vous écouterai. Ensuite, on va charger vers un contre-champ et mettre la caméra là-bas sur moi. Mais je ne pourrai pas rester ici, parce que je serai à gauche. Il faut que je sois de l'autre côté. Donc, c'est une tricherie légère, mais on va vous mettre, vous, pour que vous gardiez votre place de droite. Ouais, c'est toujours comme ça, c'est cette fameuse ligne que jamais personne, sauf à prendre des risques considérables d'égarer les spectateurs, où sommes-nous? C'est une des lois du cinéma depuis l'origine. Celle-là, la droite et la gauche, c'est très précieux. Je me rappelle une fois, dans le journal d'une femme de chambre, Buñuel m'avait demandé de jouer le rôle du curé.
Et j'avais une scène de confession. Je suis très bon pour les confessions. Très bon. Buñuel m'avait toujours dit, vous êtes un très très bon acteur, mais uniquement pour les rôles d'ecclésiastique. N'essayez pas de jouer autre chose, uniquement pour... D'ailleurs, il m'a fait jouer un évêque dans La Voie lactée, l'évêque priscillien, ce qui m'a valu d'être une lettre que j'ai reçue il y a 3 ans d'une association espagnole, les Amis de Priscillien. C'est un martyr brésilien, un hérétique martyr, dont je suis président de cette association. Et là, je ne sais plus du tout où j'en étais. Voilà, je ne sais plus. Alors, il y avait une scène assez compliquée où je parlais avec une comédienne, Françoise Lugagne, nous n'étions que tous les deux, et Buñuel avait fait des mouvements de caméra assez... Parce que dès qu'on bouge la caméra, qu'on la fait passer par exemple entre nous deux, ça remet tout en question de la droite et la gauche. Alors, il coupe et il me dit, bon, maintenant, vous la regardez vers la droite et vous lui dites ça. La réplique prévue. Le caméraman lui dit, mais pas du tout. C'est pas à droite qu'il doit regarder, c'est à gauche. Comment à gauche? Alors, une discussion commande, mais d'une complexité, avec des croquis, avec des... Voyons, on va revoir les images d'avant, etc. On n'en sentait plus, ça a duré 20 minutes. Alors j'ai dit, j'ai peut-être une solution. Oui, oui, mais... Buñuel m'a dit, c'est quoi? Je pourrais prendre mes lunettes et les nettoyer tout en disant la réplique, sans regarder ni à droite ni à gauche. Et c'est comme ça que ça a été tourné. Mais sinon, ils ne savaient, enfin des techniciens de haut niveau, hein, ils ne savaient pas comment, dans la logique même d'une scène complexe, où les regards devaient se diriger. Parce que ça va être quelquefois très très trop peur. Je me souviens de certaines erreurs dans des films qui faisaient que tout à coup on ne savait plus qui l'acteur regardait. Et pourquoi il se tournait à ce moment-là vers là, alors qu'on s'attendait à ce qu'il se tourne de l'autre côté. Vous voyez, non, ben, là, je vous donne quelques détails. Mais j'insiste sur le fait que nous avons de nouveaux personnages. Voilà. Nous avons de nouveaux personnages, nous avons des robots dont, pour l'instant, nous ne savons pas faire grand-chose sinon des robots. Mais ces robots, moi je connais très bien Michel Cassé, qui est un spécialiste de robotique, et qui me dit qu'ils commencent à inventer des langages entre eux, ce qui est tout de même quelque peu inquiétant, et qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Peut-être un jour, des robots feront du cinéma. Je me rappelle, j'enseignais une année, il y a déjà longtemps de ça, il y a une quinzaine d'années, à UCLA, l'université américaine de Los Angeles de cinéma. Et un des étudiants m'a demandé est-ce qu'un jour, les ordinateurs feront des films. Et j'ai dit, sans aucun doute, ils en feront, et d'autres ordinateurs iront les voir. Alors la phrase avait eu beaucoup de succès, mais elle était fausse. Parce que maintenant, les ordinateurs font des films que moi, je vais voir. Et c'est intéressant. Vous savez qu'il y a eu récemment un concours, l'année dernière, au Japon, un concours d'écriture romanesque, où sur 11 finalistes, un était un robot. Il n'a pas gagné, mais il n'est pas arrivé loin. Un robot. Donc même l'imagination, même le style, sont des qualités que l'on peut, quelquefois, non pas instiller dans un robot, mais laisser paraître, laisser naître. Donc, tout ça est... Alors, vous voyez où en est la transformation du corps. Parce que ce n'est plus seulement une transformation extérieure comme la chirurgie esthétique. Entre parenthèses, la chirurgie esthétique est un obstacle quand vous faites des films historiques. Parce qu'elle n'existait pas au XVIe siècle. Vous ne pouvez pas avoir Marie de Médicis tout à coup avec un petit nez en l'air. Vous voyez, ce serait... Oui, pas de ride du tout. C'est très... On ne pense pas à ces choses-là, mais c'est assez étonnant. Où ça a commencé, où et quand? Mais il n'y a pas longtemps. Au XXe siècle. Donc,
après, ça a commencé avant, déjà. Oui, Sarah Bernard, déjà. Avec Madame Noël qui Oui, oui. Oui. Mais bon, ça commence à se développer maintenant. Il y a très très peu de femmes qui le soient, de femmes de 30, 40, 50 ans, qui n'aient pas eu, je veux dire de jeunes femmes, qui n'aient pas eu quelque intervention. Ça, c'est... Oh, écoute, je vais vous faire un aveu. Je me suis fait moi-même opérer. Je me suis fait enlever des grosses poches que j'avais sous les yeux. C'est pas une opération vraiment, parce qu'on passe par l'intérieur de l'œil, quoi. Il n'y a pas de chirurgie. Oui, à l'intérieur. Mais voilà, vous avez devant vous un homme qui a publiquement avoué. Un homme transformé. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre écoute. J'espère vous avoir, en tout cas, amusé et surtout ouvert les yeux sur ce qui se passe en ce moment et ce qui se passera toujours. Car on ne changera pas, on n'arrêtera pas les choses. Hein, une des devises de ma vie, pas des devises, pas de moi, mais une des phrases qui m'a le plus frappé dans ma vie ce sont 4 mots qui viennent d'un hymne shivaïque au dieu Shiva, donc du VIe siècle. On ne connaît pas l'auteur, et qui disent tout simplement l'immobile se disperse. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, statufier, que vous voulez faire dur, se disperse. Et le mouvant demeure. Cette préposition réfléchit à ces 4 mots, l'immobile se disperse et le mouvant demeure, ça aide à vivre d'une certaine manière. Oui, voilà, je vous remercie beaucoup de votre... Merci beaucoup Jean-Claude Carrière pour ces paroles toujours aussi jeunes et tournées vers l'avenir. Maintenant, il y a un temps d'échange avec la salle. Si vous avez des questions à poser à Jean-Claude Carrière, n'hésitez pas. Il n'en a pas les réponses, mais vous pouvez toujours poser les questions. Est-ce qu'il y a des doigts qui se lèvent ? Alors, à propos d'intelligence artificielle dans le cinéma, ça m'a fait penser à ce dont on a parlé beaucoup récemment, ce premier tableau qui a été vendu dans une salle des ventes et qui est né non pas des mains d'un artiste, mais de l'intelligence artificielle. Donc, de façon rampante, elle s'installe et c'est effrayant pourvu qu'elle ne prenne pas le pas dans le cinéma. Cela dit, il y avait déjà des tableaux signés par des peintres qui usaient d'une intelligence qui me paraissait bien artificielle. Pas de questions. Alors, Jean-Claude, merci beaucoup. Merci. Pardon. Je n'ai pas repéré. Oui, c'est une question à propos du film avec Nawel. Je suis sûr que Jean-Claude Carrière pourra peut-être faire un commentaire dessus. Pendant son interview, Nawel dit à partir du moment où on a un masque, on est obligé de faire bouger les bras, le corps, etc. Et puis quand on regarde bien son interview, eh bien, il a des mains qui sont virevoltantes comme des oiseaux et qui viennent même à un moment cacher le bas de son visage. Et moi, je me souviens, dans une autre vie, quand je montais sur scène, j'avais un metteur en scène qui était atroce et qui nous faisait mettre les mains dans les poches pour dire le texte. Et après, il nous faisait retravailler les mains comme si c'était sa propre création à lui. C'est-à-dire qu'il y avait le texte de l'auteur et les gestes qui étaient la création du metteur en scène. Et puis l'acteur qui se démerdait avec tout ça. Voilà, donc la question est dans ce que je viens de dire, quand vous travaillez. La réponse est dans votre question. C'est-à-dire que le metteur en scène, celui qui prend un texte classique, écrit dans une autre culture ou civilisation il y a longtemps, et qui veut la représenter aujourd'hui, représenter au vrai sens du mot, rendre présente, il est bien obligé
de le faire avec le langage, les gestes, les intonations et les sentiments d'aujourd'hui. Il est obligé. On ne peut pas... En ce moment, je travaille sur Bérénice, pour un ami qui veut monter la pièce au théâtre et qui m'a demandé non pas de réécrire Bérénice, mais pour moi, Bérénice, c'est le sommet du théâtre français. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus français. Et je vois, j'ai une admiration sans borne pour Racine, et je vois à quel point le simple fait, quelquefois, de changer un A en deux peut bouleverser l'équilibre entier. Je ne parle même pas de prosodie et de l'équilibre des vers ou du nombre des pieds, mais d'un sentiment. Parce que Bérénice, c'est une pièce où il ne se passe rien. Il n'y a aucune action. Il y a une femme qui, du début à la fin, attend de savoir si elle est acceptée ou rejetée. Qui le saura tout à fait à l'avant-dernière scène. Donc c'est très très difficile de tenir le coup. Et c'est comment faire pour qu'à chaque instant, nous soyons haletants de savoir si Titus va apprendre que Antiochus a été son amant, ce qu'apparemment il ne sait pas, si Antiochus espère encore la rattraper, la ravoir pour lui, si elle, etc. Toutes ces questions-là se posent à chaque minute, mais c'est pas pour ça qu'on va faire intervenir des oiseaux, des crocodiles ou ouais. Il faut trouver ça dans les mots. Et c'est tout à fait... Parmi les mots que j'ai changés, j'ai changé César en Titus. Heureusement, il n'y a que deux pieds, parce que je ne voulais pas qu'on croie qu'il s'agissait de Jules César. Ça aussi était possible. Et très souvent, comme tous les empereurs romains avaient le nom de César, Racine utilise César pour parler de Titus. Mais si on part sur Bérénice, là, je suis intarissable. Hein, Ce serait d'ailleurs intéressant de savoir comment j'en ai vu une représentation une fois, comment Bérénice, une tragédie classique française, très peu de personnages, pas d'action, pourrait être jouée dans une école théâtrale très lointaine, japonaise par exemple, selon la manière japonaise. Qu'est-ce qu'il en resterait? Ce serait... bon, on ne comprendrait pas le japonais, mais enfin, on connaît qu'est-ce qu'il en resterait? Ce serait... Ça a été pour Antigone, oui, beaucoup. Mais Antigone, Anno, il a fait aussi en français. Enfin, il a fait une adaptation. Oui, oui. Mais une troupe japonaise a même fait le Mahabharata indien. Oui. Ça commence à se savoir qu'il y a de bonnes choses ailleurs. Pendant très longtemps, nous avons considéré que l'Europe était une citadelle culturelle qui possédait toutes les beautés du monde, picturales, littéraires, et qu'elle devait les faire connaître au reste du monde. On a mis très très longtemps à découvrir les merveilles de l'Inde, de la Chine, du Japon, etc., et d'autres, et africaines, à plus forte raison. Très très longtemps. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas tout à fait convaincus. Eh bien, mesdames et messieurs, passez une bonne fin de journée.